La table ronde que l'on va commencer maintenant a pour thème en fait comment l'information peut-elle renforcer l'acceptabilité sociale des mesures climatiques. Dans notre étude de la Fondation Descartes, on a mis en avant un certain nombre de données et on a établi à quel point l'information en fait permettait de faire accepter aux gens des mesures contraignantes sur le climat. Et quand on a testé différentes mesures contraignantes, il y en a 7 qui ont été testées, on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait énormément de différences dans la capacité de la population à accepter différentes mesures. Le plus caricatural, c'est celle concernant la taxe carbone sur les véhicules, qui est rejetée par près de 80% des Français, alors que par exemple, l'interdiction des vols courts quand il y a une alternative par train est au contraire plébiscitée par 80% des Français. Une très très grande différence de ces mesures contraignantes. Alors qu'est-ce qu'on appelle mesures contraignantes en termes de climat ? Elles sont de plusieurs ordres. Il y a des choses qui sont relatives à des interdictions. Par exemple, l'interdiction du moteur thermique à partir de 2035. Il y en a qui sont relatives à des obligations qui sont mises en place par les États. Par exemple, obligation dans un certain nombre d'années de chauffer son logement avec une pompe à chaleur. Il y en a qui sont de l'ordre de l'intégration d'un coût du carbone dans chacun des biens et services, de façon à progressivement restructurer l'ensemble des prix et l'ensemble du système productif international. Il y en a d'autres qui sont basés plutôt sur des taxes. Enfin, donc globalement, par mesure contraignante, on entend par là tout ce qui va s'imposer à un moment ou à un autre aux populations pour faire face au dérèglement climatique. Et ce que l'étude aussi révèle, c'est qu'il y a un très grand paradoxe. À la fois, on sent que les Français sont prêts aujourd'hui à accepter des mesures contraignantes. Ils les appellent de leur vœu, d'une certaine manière. Ils considèrent que le laisser-faire n'est pas une option, que laisser tout sur le caractère volontaire ne fonctionne pas ou ne fonctionnera pas. Et ils sont en faveur de mesures publiques fortes. Et ça, je pense que c'est un message important à l'ensemble des décideurs. Par exemple, 85% des participants à l'étude pensent qu'il faudrait, à minima, afficher le coût carbone des biens et services. 70% intégrer un coût du carbone dans les biens et services. Et 62% qu'il faudrait purement et simplement interdire certains biens et services qui sont très fortement émetteurs de CO2. Donc c'est cette question de l'information et du rôle de l'information dans l'acceptabilité sociale des mesures climat que nous allons débattre aujourd'hui avec 4 intervenants que je vais présenter rapidement et ensuite je poserai à chacun d'entre eux une question. Carole Bien-Aimé, qui est membre du collège de l'ARCOM. Alors l'ARCOM, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nouvel acronyme, c'est la fusion entre le CSA et l'ADOPI, voilà, et donc qui est l'organe de régulation de l'ensemble des médias audiovisuels en France. Merci Carole d'être là. Nous avons à côté de Carole Thierry Libart. Thierry Libart, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes un spécialiste de la communication environnementale et vous animez un certain nombre de think tanks et d'organisations. Vous êtes aussi membre du Conseil économique et social européen, si je me souviens bien. Et vous avez beaucoup réfléchi aux questions relatives à comment est-ce qu'on communique sur le climat pour faire changer les comportements. À côté de Thierry Libart, nous avons François-Marie Bréon. François-Marie Bréon est climatologue. En tant que climatologue, vous avez participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC, y compris le résumé aux décideurs, qui est la partie qui fait l'objet d'un consensus avec l'ensemble des États, entre États et scientifiques. Et vous êtes aussi président de l'AFIS, qui est l'Association française pour l'information scientifique. Et vous êtes aussi un vulgarisateur des sujets climat, notamment avec ce livre qui s'appelle « Le réchauffement climatique », que je conseille à tout le monde, qui est extrêmement clair. Et j'en profite d'ailleurs pour parler aussi du livre de Thierry sur des vents porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète. Enfin, nous avons à nos côtés un patron de presse, en la personne de Louis Dreyfus,
qui est président du directoire du groupe Le Monde depuis 2010. Après, je crois, plusieurs activités dans le monde des médias, l'Obs, Libération et autres, et qui nous donnera sa perspective en tant que patron d'un organe de presse sur les questions qui sont celles de cette table ronde. Alors, je vais peut-être commencer par Carole, sur un sujet qui est le suivant. Carole, il y a eu des mesures qui ont été prises pour donner une place plus importante au sujet climatique dans l'audiovisuel. Est-ce que ces mesures sont susceptibles de renforcer l'acceptabilité des contraintes, des mesures climatiques qui vont être mises en place? Et par exemple, est-ce qu'un reportage comme celui de BFM TV, qui en termes de mesures est très radical, parce que dans le reportage, en fait, la mesure qui est prise, c'est un rationnement à 2 tonnes par Français de la dépense carbone à partir de 2024. On est à 10 tonnes aujourd'hui à peu près, donc c'est quand même quelque chose de très très radical. Est-ce qu'un reportage comme ça aurait pu être fait par BFM TV sans les mesures qui ont été mises en place pour renforcer la part du climat dans l'audiovisuel? Merci Jean-Philippe, merci pour l'organisation de ce colloque. Ce que je peux rappeler peut-être, hein, c'est vrai que nous on applique régulateur, c'est vrai qu'on nous voit peut-être comme une organisation extrêmement contraignante, parfois certains parlent de censure, mais je rappelle juste qu'on applique une loi. Pourquoi j'en reviens à ça? Parce que effectivement la loi de 86, donc, qui a créé le CSA, elle est très claire, c'est une loi de liberté de communication, liberté d'expression. Donc de ce point de vue-là, nous, ce qu'on demande aux médias, c'est, en termes d'information, c'est une information vérifiée, faire en sorte que la déontologie, la manière dont on présente les faits, il y a vraiment on s'attache à ce que les faits soient présentés de manière déontologique, mais tout ce qui prête au débat, sincèrement, tous les sujets sont libres, à condition, bien évidemment, de les aborder avec un contradicteur, que tous les points de vue puissent s'exprimer et qu'on ne s'amuse pas à dérouler des fausses informations. Voilà ce que je voulais rappeler. Et donc, de ce point de vue-là, les chaînes sont libres de parler des thématiques dont elles souhaitent parler. Donc, dans le cas de BFM TV, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ils sont libres de faire ce reportage avec des mesures radicales ou pas. Ensuite, de savoir s'il n'y a pas d'autres mesures qui seraient plus pertinentes ou autres, c'est un reportage, il y a un point de vue d'auteur, d'un journaliste, donc nous n'avons pas la charge de pouvoir dire si ce qui est dit dans ce reportage est pertinent ou pas, sachant que bon, il y a des spécialistes, donc on pourra arguer que quand même ils se sont appuyés sur certains spécialistes, mais tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'intervention. Et aujourd'hui, ce qui nous est demandé, donc au-delà de la loi de 86 que j'évoquais tout à l'heure, il y a eu donc en 2021 la loi climat et résilience qui, elle, impose plusieurs règles, en fait, qui nous a demandé à l'ARCOM et à l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation de ce qu'on va appeler les telcos et les tuyaux. Donc, pour caricaturer, nous, c'est la radio, la télé, les plateformes. Et pour l'ARCEP, c'est voilà, l'opérateur téléphone, votre box et autres. Donc, on a créé un pôle commun. Mais tout ça étant vraiment vu dans le cadre de la loi climat et résilience, où en fait on a tous les 2 ans, on va devoir publier un rapport qui fait état des mesures mises en place par les éditeurs, donc à la fois les chaînes de télévision, les radios et autres, et par ailleurs les telcos, en matière de réduction de l'empreinte carbone. Donc ce rapport, on devra mesurer l'empreinte carbone, et donc c'est un rapport qui devra être fait tous les 2 ans sur la base des informations fournies par les différents opérateurs. Donc c'est une mission qui est pas naturelle du tout, c'est-à-dire que là, le législateur a raison, hein, il considère qu'il faut avancer et qu'on avance sous la contrainte, mais ça suppose effectivement que les agents de l'ARCOM et ceux de l'ARCEP qui étaient vraiment sur des métiers
autres que ceux-là vont devoir réapprendre, certes en partenariat avec le CGDD, mais malgré tout, c'est une nouvelle mission. Et donc on en est au début, on a commencé, mais ce rapport sera remis en courant 2023. Je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais déjà c'était vraiment pour l'idée de vous resituer le cadre dans lequel on se situe. Ensuite, effectivement, il y a des demandes de faire énormément en matière de contenu, d'information sans faire de greenwashing, attention, hein, c'est vraiment encourager à la fois à ce que les publicités, quand on parle maintenant d'un véhicule, on va essayer de s'assurer qu'on ne parle que d'un véhicule électrique, sans sous-estimer non plus la pollution d'une batterie électrique. Donc il y a toute comme ça un encouragement qui est fait de demander aux différentes chaînes de s'assurer effectivement de ne pas participer d'une certaine manière à la désinformation, à sous-estimer le réchauffement climatique. Et enfin, il y a la loi Rennes, donc, qui entrera en application l'année prochaine, qui, elle aussi, impose que tous les équipementiers, qu'il s'agisse d'audiovisuel, tech et autres, et côté telco, participent aussi à la transition écologique. Donc il y a vraiment deux lois qui sont venues vraiment renforcer, au-delà de la désinformation dont vous avez parlé dans la table ronde précédente. Là, on est vraiment sur toute l'industrie de la communication et des telcos qui est encadrée pour, à la fois en termes de diffusion de programmes et de fabrication, de s'engager dans la voie de la transition écologique. Merci de ces éléments. Je vais me tourner vers François-Marie Bréon. François-Marie Bréon, donc vous êtes climatologue. Moi, ce qui m'intéresserait, et ce qui, je pense, qui intéressera tout le monde de comprendre, c'est en tant que climatologue et aussi en tant que citoyen, qu'est-ce qu'il vous paraît important de communiquer comme information sur le climat pour convaincre finalement les gens d'accepter des mesures, d'accepter des efforts qui vont conduire à changer leur mode de vie? Je pense qu'en tant que climatologue, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a aucun doute, en fait. Je voyais encore jusqu'à il y a peu de temps passer des discours comme quoi, oh là là, mais le climat, c'est une science qui est très jeune, donc vous savez, on n'est pas vraiment très sûr. Et donc, si il y a pas sur le fait qu'il y a un réchauffement, que ce réchauffement aujourd'hui, il est entièrement lié aux activités humaines, je dis bien entièrement, que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre, que ça va continuer dans le futur et qu'on peut réduire ce changement climatique à condition de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, je veux vraiment insister sur le fait qu'il n'y a absolument aucun doute sur cette question. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore bien comprises sur le climat. Il y a des risques d'événements qui ne sont pas prévus. On parle parfois de points de bascule. Il y a des grandes incertitudes sur le cycle de l'eau. Comment est-ce que vraiment le réchauffement climatique va conduire à des précipitations intenses ou pas, une modification de la quantité de précipitations annuelles. Là-dessus, dans certaines régions du monde, il y a des incertitudes, mais il y a aussi plein de choses qu'on sait parfaitement et sur lesquelles il n'y a aucun doute. Donc je pense qu'en tant que climatologue, c'est là-dessus que je voudrais insister. Merci. Thierry Libart, dans votre livre « Des vents porteurs », vous dites que 3 erreurs principales ont été commises en termes de communication sur le climat. La première, croire que les gens étaient soucieux du climat parce que les sondages le disaient. La deuxième, croire que ce souci du climat entraînerait un changement de comportement. Et la troisième, croire que l'information était le levier principal de mobilisation. Vous appelez à une nouvelle façon de communiquer pour faire changer les choses. Est-ce que vous pourriez nous dire laquelle et comment est-ce que vous voyez la façon de transmettre ce message aujourd'hui ? Oui, alors, rapidement sur les 3 erreurs, parce que j'ai l'impression que ça reste encore un peu répandu. La première, c'est vraiment de considérer la vision de l'information
encore comme au début du siècle dernier, comme une vision un peu télégraphique, c'est-à-dire comme on lit souvent dans les livres de communication, il y a un émetteur, une cible, et l'émetteur envoie le message à la cible qui le reçoit. Dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et on voit d'ailleurs que les gens les mieux informés sur les problèmes du climat ne sont pas forcément les plus enclins à modifier leur comportement. On a fait dans mon université, l'Université catholique de Louvain, en Belgique, une étude en 2008 sur l'information sur le dérèglement climatique, l'efficacité énergétique, les renouvelables, etc. Et les gens qui avaient le plus d'informations ne modifiaient absolument pas davantage leur comportement par rapport à ceux qui n'avaient pas l'information. Donc premier point. Le deuxième, c'est le déclaratif. Parce que quand on répond à une question sur l'environnement, il y a toujours un élément de valorisation. On a du mal à annoncer clairement la réalité de nos actions. Et souvent, on projette une image de soi. Alors qu'en nous, il y a toujours une certaine schizophrénie entre un citoyen qui aimerait bien et puis un consommateur qui vit avec les problèmes au jour le jour. Et sur un certain nombre de sujets, on voit que sur la question environnementale, dans ces différentes déclinaisons, il y a vraiment un gouffre entre le déclaratif et le comportemental. Donc il vaut mieux faire des traits croisés entre ce que disent les gens et puis la réalité de leur comportement, et puis surtout observer les comportements effectifs. Là encore, la semaine dernière, il y a eu Black Friday. C'était juste extraordinaire, tous les gens qui disaient « ouais, Black Friday, ça incite à la surconsommation ». Et puis voilà, ça ne nous empêchait pas de craquer devant une enceinte qui était normalement à 450 € et qui était vendue à 150. Donc voilà, il faut aussi s'interroger sur la réalité de nos comportements. Et puis la troisième erreur, qui est peut-être la plus surprenante et peut-être la plus contre-intuitive, c'est de penser que parce que les gens sont sensibilisés, ben en fait, ils vont avoir un moindre impact environnemental. Et en fait, quand on observe l'impact environnemental globalement en Europe, ben les gens les plus sensibilisés à la cause climatique sont ceux qui ont le plus fort impact environnemental. C'est surprenant. Et en fait, ça s'explique assez bien. C'est que les gens les plus sensibilisés se retrouvent globalement en corrélation avec une catégorie socio-économique, culturelle, etc., qui fait que on va plutôt privilégier le vélo, on va faire de l'agriculture dans des AMAP, on va prendre une douche plutôt qu'un bain, on va faire attention à économiser l'eau, la lumière, etc. Mais le dernier iPhone, iMac, Alexa, c'est surtout bien. Et puis, on a des amis qui ont été, il n'y a pas très longtemps, à voir le Machu Picchu, le temple d'Angkor, et c'est quand même fantastique, quoi. Ce qui fait qu'en l'espace d'une semaine ou une dizaine de jours, vous allez claquer tous les efforts que vous avez faits tout le long de l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à dépasser un peu les idées un peu reçues en matière de communication et s'attaquer vraiment à la réalité des sujets. Alors, juste deux points rapidement. Premièrement, il y a un point qui est super intéressant, et je fais le lien avec la table ronde précédente où était Valérie Masson-Delmotte, parce qu'elle a participé à la Convention citoyenne sur le climat. Et j'ai eu la chance d'être auditionné par cette convention, et il y a un point qui m'a vraiment stupéfait, c'est que dès la deuxième séance de travail, c'est-à-dire en fait dès qu'ils sont rentrés dans les travaux, et la première c'était on apprend la méthodologie, on apprend à se connaître, les gens ont dit si on veut s'attaquer réellement au problème du climat, on doit s'attaquer à la publicité. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Personne ne l'avait vu venir. Et ça c'était vraiment une découverte de dire, quelque part, on doit aussi prendre en compte nos imaginaires. Et dans nos imaginaires, il y a l'imaginaire du bonheur par la consommation que nous vend la publicité. Donc, si on veut aller vraiment sur une action de lutte contre le dérèglement climatique, on doit aussi s'attaquer non pas à l'amélioration de nos modes de communication de nos messages, mais aussi prendre en compte qu'est-ce qui peut faire obstacle. Et puis, dernier point, moi, un des axes forts de ce que je pense en matière de climat, c'est qu'on doit arrêter d'être dans une vision très quantitative du problème. C'est-à-dire que quand je lis la quasi-totalité du discours contre le dérèglement climatique, mais c'est un discours qui me donne vraiment pas envie, qui à aucun moment donné m'incite à me mobiliser. C'est un discours qui est basé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, que mon ennemi ultime ce serait le CO2, que l'objectif de ma génération c'est d'atteindre la neutralité carbone.
Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver autre chose qui donnerait envie de nous mobiliser davantage? Donc c'est juste une interrogation un peu là sur la tonalité du discours climatique, mais je crois qu'on pourra y revenir. Merci. Alors Louis Dreyfus, en tant que président du directoire du Monde, l'étude de la Fondation Descartes a montré qu'il y avait une corrélation forte entre, d'un côté, la propension à accepter des mesures contraignantes et de l'autre, l'intérêt pour l'actualité climatique et la fréquence d'information sur le climat. Alors vous, en tant que patron de presse qui éditait un site internet et donc qui, à ce titre-là, pouvait voir un peu l'intérêt et l'évolution de l'intérêt pour les questions climatiques, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous observez de votre point d'observation? Alors, je vais vous répondre, mais il m'a semblé que l'intervenant précédent venait de dire à peu près l'inverse de ce que vous dites, en disant plus on est informé, pour autant, ça ne veut pas dire que plus on prend des mesures directes pour maîtriser la consommation. Mais je vais vous répondre. Nous, on considère d'abord qu'il était important que le monde, la rédaction du Monde, se saisisse très largement de ce problème. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, on a créé un service Planète qui a travaillé sur ces sujets-là avec une expertise assez remarquable. Au fur et à mesure des années, on a vu se développer l'audience des sujets qui avaient trait à la crise climatique ou toutes les questions d'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le site du monde.fr, donc qui est un des 2 ou 3 premiers sites français, tous les articles qui ont trait à l'environnement ou à la planète figurent en 2e position. Donc c'est la 2e rubrique à peu près à même hauteur que l'international. Donc ça dit aussi l'intérêt de nos lecteurs. Pour le cultiver, on fait 2 choses. D'abord, on a essayé de former toutes nos équipes de rédaction et du groupe à ces enjeux climatiques. On considère qu'il faut peut-être qu'on développe, au-delà des experts, une prise de conscience plus générale et donc là, on a mis en place, notamment avec la fresque du climat, un programme de formation qui a vocation à toucher 100% de nos salariés. On a 1600 salariés dans le groupe, 1600 vont être formés à ça. Pourquoi? Parce qu'on considère que si on regarde les contenus ou le prisme que nous avions, au cours des 20 dernières années, quand vous aviez des articles de politique ou des articles de microéconomie, le premier critère qui venait pour juger de la réussite de ces politiques, c'est le critère de l'emploi. Un entrepreneur, un groupe qui avait réussi, un gouvernement qui avait réussi, ça se traduisait sur les chiffres du chômage ou les chiffres d'effectifs. Aujourd'hui, nous considérons que c'est plutôt l'impact climatique qui doit être mesuré, évalué ou pris en compte chaque fois qu'on analyse des politiques publiques ou des politiques économiques. Donc pour ça, on a besoin que ça irrigue beaucoup plus nos rédactions. Et puis, on va chercher avec des nouveaux formats à parler à des générations plus jeunes et à une audience plus large. Ce qui est particulièrement réussi dans notre production, c'est un podcast qui s'appelle Chaleur humaine, qui est réalisé par Nabil Wakim, un de nos journalistes du Monde, et qui traite des enjeux environnementaux. Et ce qui est vrai sur Chaleur humaine et ce qui est vrai pour le site, c'est qu'on voit que les articles qui fonctionnent le mieux, donc on le voit puisque c'est du numérique, donc on a une vision très très précise de la fréquentation, c'est le journalisme les articles qui traitent du type de solution. Donc on voit bien qu'au-delà de la prise de conscience, il y a quand même, et ça va peut-être vous rassurer Thierry, c'est qu'on a quand même des lecteurs qui sont demandeurs de comment faire face aux enjeux climatiques, face à la crise, quelles sont les solutions. Ils nous demandent plutôt à ce qu'il n'y ait pas une seule solution, parce que dans ce cas-là, on est très vite accusé de militantisme ou de vision partisane, mais expliquer quel type de volet de solutions on peut trouver. Et ça, on voit qu'il y a une appétence de plus en plus grande sur le site, donc il y a un site à très large audience, mais aussi pour les jeunes générations avec les formats de type podcast ou vidéo. Donc voilà, nous, ça nous rend assez optimistes. Si vous regardez le journal qui sort cet après-midi, je crois que les 2 premiers appels en une sont des appels sur la planète, un sur le nucléaire, le deuxième sur les solutions proposées par Emmanuel Macron. Et donc, on a un traitement assez systématique
assez large de la crise environnementale, mais qui correspond à une appétence très très forte de notre audience pour ces sujets-là. Or, on a une audience qui est plutôt de CSP++, hein, c'est-à-dire qu'on a des lecteurs qui sont plutôt très éduqués, voire avec des revenus élevés, et donc c'est plutôt bon signe si on veut modifier les comportements qu'ils s'intéressent à ce sujet et qu'ils s'intéressent aux solutions qu'on peut apporter. C'est effectivement très intéressant parce qu'un des enseignements de tout à l'heure, c'est que le public était demandeur de solutions, en fait, d'un journalisme de solutions. Et ce que vous dites rejoint parfaitement ce point-là. L'autre critique ou l'autre famille de critiques qui est faite aux médias en termes de traitement du climat, c'est souvent d'être trop politique dans le traitement du climat, trop militant, et donc potentiellement de se couper d'une partie de la population. On a parlé tout à l'heure des États-Unis où le climat est devenu quelque part un différenciateur presque tribal entre les bleus et les rouges. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis les uns et les autres sur la façon dont on peut échapper en fait, à travers l'actualité, à travers le journalisme, à ce côté trop politique qui divise sur un sujet qui devrait faire consensus. Peut-être d'abord, pendant très longtemps, les seules publications qui abordaient frontalement ce sujet étaient des publications très engagées. Hein, je pense à Reporter notamment, qui fait un très bon travail, mais qui a un travail engagé. La presse généraliste a eu beaucoup de mal à s'emparer de ces sujets. Et donc, effectivement, il y a eu le sentiment qu'il y a un traitement très partisan. Je pense que ça change. Si vous regardez, je crois que c'est le Washington Post qui, hier, a fait des annonces en disant qu'ils allaient renforcer très largement les équipes qui couvrent la crise environnementale et le nombre de formats produits. Donc, les médias généralistes s'en emparent très largement. Donc, je pense que ça a été malheureusement, enfin, ça a été logiquement le fait d'abord de médias engagés ou partisans. Aujourd'hui, il y a une telle urgence, un tel sentiment d'urgence, et puis aussi une telle appétence chez les lecteurs, qu'il y a un effet accélérateur qui est plutôt, à mon avis, qui devrait voir dans les prochaines années, soit des médias généralistes, comme en parlait Vincent Giré, soit des médias même moins généralistes. Chacun va chercher à accompagner cette prise de conscience et cette recherche de solutions. J'ai une double casquette, scientifique, climatologue et puis communicant. Je pense que quand vous dites que la question du climat est partisane, je pense que c'est vraiment important de bien distinguer ce qui est la science du climat et puis tout ce qui concerne les solutions. Autant la science du climat, pour moi, est totalement apartisane. C'est une question qui est purement scientifique. Alors qu'effectivement, quelles sont les solutions qu'il faut mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut aller vers la sobriété à fond? Est-ce qu'il faut développer la technique? Est-ce qu'il faut électrifier absolument tout en développant des renouvelables ou du nucléaire? Ça, pour le coup, c'est une question sur laquelle la science ne donne pas la réponse. La science éclaire éventuellement. La science peut vous dire, tiens, on peut gagner tant de gigatonnes en allant vers cette direction, ou tant de gigatonnes en allant vers cette direction, mais ce n'est pas la science qui va vous dire quelle est la bonne des solutions. Et là, pour le coup, la question devient effectivement politique. Mais séparons bien ce qui relève de la science du climat de ce qui relève des solutions à la problématique du changement climatique. En fait, je parlais plus de la réception de la science qui était vue parfois comme partisane que la science elle-même. Je suis parfaitement d'accord avec vous que la science n'est pas une opinion. Par définition. Thierry, peut-être une remarque peut-être une ou deux remarques. La première, c'est que je suis assez optimiste sur ce sujet-là. J'ai l'impression que ça change beaucoup. Deux exemples. Je travaille la moitié de mon temps en Belgique. Il y a une émission qui s'est créée et qui marche fantastiquement bien, qui s'appelle Alors on change. Et c'est une petite émission, ça dure 30 minutes. Je vous conseille, on peut la voir en replay. C'est que des solutions positives. C'est-à-dire c'est des micro-enquêtes sur des personnes qui ont décidé dans leur quartier, dans leur ville, etc., de prendre les choses en main et de bouger. Et il y a cette question de l'exemplarité qui fonctionne assez bien parce que c'est des
personnes comme vous et moi qui décident de réagir en dehors de tout aspect militant. Et le fait que cette émission fonctionne bien, ça me rend plutôt optimiste. Deuxièmement, je suis aussi optimiste sur la manière dont la plupart des médias ont modifié la tonalité de traitement des problèmes de climat. Et alors, il y a eu la table ronde avant avec Radio France, mais il y a vraiment cette idée que lors de canicules, par exemple, c'était toujours effarant de voir que la canicule était présentée de manière presque positive, quoi. Il fait plus chaud, donc on voit des gens qui mangent des glaces, on voit des enfants qui sont dans des fontaines publiques, etc. Non, il faut juste montrer les personnes âgées en EHPAD qui souffrent de la chaleur, etc. Et ça, il y a un tournant qui est pris. Et là aussi, c'est plutôt bien. Le troisième domaine qui reste encore peut-être à travailler un petit peu, c'est le temps du questionnement sur le sujet. Mon sentiment, c'est qu'on parle de problèmes climatiques uniquement à deux occasions. La première, c'est quand il y a un événement international, type sortie du rapport du GIEC ou la COP. Et quand on parle de la COP, on a le sentiment que le citoyen est totalement hors jeu, parce que c'est des négociations de grande puissance que vont faire les États-Unis par rapport à la Chine, etc. C'est-à-dire ça nous dépasse. Et puis autrement, c'est lorsqu'il y a une catastrophe. Et lorsqu'il y a une catastrophe, on met l'accent toujours sur les conséquences, et on voit les marées noires, les inondations, les raz-de-marée, les inondations, les tempêtes, les cyclones, etc. Mais le questionnement sur les causes est toujours absent. Donc voilà, il y a pour moi deux aspects qui sont assez positifs. Il y en a un qui a travaillé, peut-être c'est le temps du traitement de ce sujet-là. Sachant que, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que après, les médias s'adaptent en fonction aussi de leur public et du format. Donc, dans les journaux d'information, ça va être traité en quelques minutes, et effectivement, on va prendre le temps de dérouler, et on sera sans doute sur quelque chose d'un peu sensationnaliste pour garder des spectateurs, et après on enchaînera sur un autre sujet. En revanche, dans les émissions type magazine, alors là, vous avez effectivement des talk-shows où on fait intervenir plusieurs experts, et vous l'avez dit, c'est vrai que la science sur le sujet fait qu'on va avoir différents points de vue. Alors à l'arrivée, est-ce qu'à la fin de ce magazine, le public aura une vision très claire de ce qui se passe? En tout cas, il aura eu une exposition de tous les courants de pensée, si je puis dire, à sa disposition. Et enfin, il y a le traitement dans le cadre de reportages plus longs, de documentaires, d'enquêtes sur 52 minutes, ou parfois en série, et ça, on sait que les chaînes y travaillent, où là, on va plus prendre le temps de développer des théories, d'avoir des scientifiques qui viennent exposer des théories sur du temps long. Et je crois que cette diversité de formats, elle permet aux téléspectateurs de s'informer et aussi de toucher tous les publics. On voit bien qu'aussi les petites chaînes YouTube, elles permettent aussi de toucher un autre public dans un format qu'on peut consommer en mobilité, et qui permettra de toucher peut-être une population plus jeune, puisqu'on sait très bien que les médias traditionnels sont consommés par une population dont la moyenne d'âge est de 65 ans. Donc c'est ça qu'il faut, je pense, voir entre la diversité des formats, des supports, et je trouve que c'est très intéressant. Après, pour en revenir à ce que vous disiez sur la publicité, c'est vrai que c'est vrai que ça a totalement émergé. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, il y avait juste demandé donc à l'Arcom et à l'Arcep d'évaluer les conceptions de tous les outils qui participent à la consommation audiovisuelle et numérique. Et puis, il y a eu un sentiment de se dire, il faut évaluer effectivement que représente cette consommation audiovisuelle et numérique. Quels outils? Alors, est-ce que c'est juste le téléphone? Est-ce que c'est la box? Est-ce que c'est les câbles de rechargement? Donc, il y a tout ce travail qui va être fait d'évaluation, de savoir quels sont tous les outils concernés, et ensuite de se projeter, de faire des comparaisons, de savoir est-ce qu'un film d'1h30, on consomme plus en le regardant sur son smartphone ou sur la télé classique. Donc ça, c'est des choses qui vont être faites. Et la publicité, c'est vrai que ça s'est invité dans les débats. Je pense que les gens ne l'avaient pas forcément perçu. Et donc le législateur a voulu le cranter de manière très forte, en considérant que tous les annonceurs qui investissaient plus de 100 000 euros dans de la publicité devaient être contraints à participer à la transition et effectivement à ne pas faire de greenwashing. Mais vous l'avez dit, c'est aussi
on le voit très bien. Quand vous prenez les publicités de voitures, c'est un peu les plus emblématiques. Alors certes, maintenant, elles sont quasiment toutes électriques. Il n'y a plus du tout de publicité de voitures qui ne seraient pas hybrides ou électriques, mais ça se passe toujours dans des territoires absolument incroyables, au fin fond de la savane ou en Islande. Enfin, voilà, on vous promet un voyage en famille, comme vous le disiez, extraordinaire, dans une voiture formidable. Donc, bon, on imagine que pour arriver là, avec cette voiture dans ce territoire, on a forcément pris l'avion. Voilà, donc c'est vrai que je pense qu'il y a des ajustements à faire et que ces rapports permettront d'y arriver. Par ailleurs, les chaînes, pour vous dire, il y a quand même, la contrainte, elle est forte, mais elle n'est pas forte. C'est-à-dire que il y a des contrats climat qui doivent être signés, donc les chaînes, tout l'écosystème. Quand je dis les chaînes, je résume, mais c'est tout l'écosystème de l'industrie de la communication doit signer des contrats climat, mais c'est sur le volontariat qu'on les signe. Donc, bon, on est libre ou pas de les signer. Alors, c'est vrai qu'on nous dit, ah mais vous savez, vous avez le name and shame, donc ça veut dire qu'on pourra désigner ceux qui n'ont pas signé. C'est vrai que c'est une arme, voilà, un outil de persuasion, mais malgré tout, on peut regretter effectivement qu'on soit peut-être arrêté là. C'est-à-dire qu'on aurait pu considérer que, bon, à minima, ces contrats climat, tout le monde les signe. Et c'est vrai que quand je pourrais vous envoyer la plateforme sur laquelle on les retrouve, ces contrats, c'est pas... Voilà, c'est contraignant, mais sans plus. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai changement aussi dans la manière de concevoir le récit publicitaire. Avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions, peut-être une dernière remarque. Dans votre livre, Thierry Libert, vous dites qu'un appel à la responsabilisation climatique induit du côté de celui qui reçoit cet appel la perception du fait que celui qui émet l'appel doit être irréprochable. Et est-ce que ça, c'est pas une arme un peu de destruction massive contre tout appel à la responsabilité climatique, dans la mesure où personne d'entre nous n'est irréprochable sur ce plan-là? Oui, alors présenté comme ça, évidemment, ça donne peu d'espoir. L'idée de l'exemplarité, c'est de dire la personne qui m'envoie un message, le déterminant principal de sa réception, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir confiance? C'est pour ça que moi, je m'inscris en faux par rapport à tout ce que je vois, notamment sur les réseaux sociaux, la capacité des influenceurs, le grand débat qu'il y a eu il y a une quinzaine de jours avec Mbappé et le Charawal. Pardon, même si Mbappé prenait des positions contre le dérèglement climatique, ça aurait peu d'impact, parce que la vision que nous avons de ce type de personnes, c'est qu'elles vivent dans un autre monde. C'est le monde de la vedettisation, du spectacle, etc. C'est pas un monde dont je me sens proche. Il y a eu vraiment beaucoup d'études là-dessus sur cette idée de confiance, ce qu'on appelle les micro-motifs de l'action. Et en fait, moi j'en ai vu un, c'est là qui a été aussi étudié beaucoup en Wallonie, en Belgique, c'est sur la pose de panneaux solaires. Et en fait, quand on faisait des campagnes pour dire aux gens, voilà, vous allez faire, ça va vous économiser de l'argent, c'est bien pour l'environnement, etc. Ça marchait assez peu. Et en fait, le déterminant très clair, enfin, s'il y a un déterminant, ce serait celui-là, c'est qu'à un moment donné, dans notre voisinage, on voit quelqu'un qui a mis des panneaux solaires sur son toit. Et du coup, ça va créer un sentiment d'intérêt, et on va poser des questions, et tu as fait ça comment? Et c'était intéressant, c'était facile, et ça. Et puis la personne témoigne, et elle donne vraiment le témoignage vécu. Et à partir de ce moment-là, on voit, c'est juste extraordinaire, on voit fleurir sur les toits des maisons dans le quartier des gens qui se mettent aussi à accompagner ce mouvement. Il y a eu, alors dans les points, moi je dis il faut faire attention quand on parle d'information-communication à vraiment cette idée un peu télégraphique. Il y a des choses très intéressantes dans les sciences comportementales, enfin tout ce qu'on appelle le nudge, la communication engageante, la sociologie comportementale, etc. Et on voit que c'est vraiment par souvent des petits déclics que les gens se mettent sur des trajectoires positives, et où la notion de société, de cohésion. Dans les exemples que j'aime beaucoup, il y en a un qui a été donné
par les deux Américains qui ont vraiment popularisé la question du nudge, c'est Thaler et Sunstein. C'est sur comment est-ce que les gens se mettent à réduire le gaspillage énergétique. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est en même temps qu'on leur envoie leurs factures, on leur dit, voilà dans votre quartier, avec l'idée que dans ce quartier-là, il y a une homogénéité sociologique de la population, les gens ont dépensé plus ou moins. Et on voit que les gens se mettent inconsciemment à dire, moi je suis au-dessus, j'ai gaspillé beaucoup, tous les gens dans mon quartier ils gaspillent moins, donc ça veut dire que je peux faire un effort sans aucune difficulté. Donc on voit qu'il y a vraiment différents modes d'action qui permettent de mettre en branle des comportements sans coercition, parce que ça, évidemment, ça posera problème, et puis sans incantation, sans approche peut-être un peu trop directive. Donc il y a des possibilités de faire évoluer les comportements. Et un des points essentiels, pour moi, c'est vraiment d'arrêter d'être dans l'incantation, dans un discours purement quantitatif, et puis de parler plutôt, mais ça personne ne peut le faire individuellement, de projets de société, et puis de se poser la question de qu'est-ce qui peut tous nous rassembler, qu'est-ce qui peut tous nous donner envie d'agir. Merci, je vais donner la parole à la salle. Laurent, je te laisse le micro peut-être. Merci beaucoup. J'en profite pour poser la première question, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était une question que je voulais adresser à François-Marie, en tant que à ta casquette vulgarisateur. On a parfois l'impression que vulgariser le sujet, les enjeux climatiques, c'est plus compliqué que vulgariser d'autres aspects scientifiques. Est-ce que tu partages cette impression et est-ce que tu peux tu pourrais l'expliquer si c'est le cas? Et en particulier, j'ai l'impression que ce qui est difficile à expliquer, à faire comprendre à des gens comme moi, donc qui n'ont pas une formation en sciences dures, c'est les mécanismes, les enjeux. Parce que quand on me dit il faut réduire ta production de CO2, il y a tout un chaînage entre mon action et éventuellement quelque chose qui va se produire, entre le stock de CO2 déjà présent, etc. Et très vite, j'ai l'impression d'être un peu perdu. Donc je fais confiance, si on me dit de le faire, je le fais. Mais voilà, est-ce qu'il y a une spécificité à la vulgarisation climatique ? Il y a très probablement une spécificité à celle-là, mais moi, je n'ai pas la même impression. Je peux te dire que mon épouse, qui est physicienne nucléaire et qui s'intéresse à l'interaction entre les protons et les neutrons dans le noyau, a beaucoup plus de mal à vulgariser son travail que moi, et en fait, ça n'intéresse personne. Donc non, je pense plutôt que justement, le climat, c'est quelque chose qui se vulgarise relativement facilement, parce que ça touche la vie au quotidien. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans l'hyper-détail de quelle est la dynamique des fluides qui permet de comprendre pourquoi est-ce que le Gulf Stream pourrait être modifié par le climat. Mais voilà. Mais par contre, le quotidien, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas si difficile que ça de vulgariser les enjeux, déjà. Par contre, il y a quelque chose qui est effectivement très, très compliqué et qui, pour moi, est le principal frein aux mesures. C'est que quand on va prendre une mesure qui éventuellement va être contraignante, qui éventuellement va avoir un impact sur notre niveau de vie, on ne va jamais voir, ou en tout cas ça va prendre extrêmement longtemps pour voir les côtés positifs de cette action, en tout cas les côtés positifs sur le climat. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me dis, tiens, je ne prends plus ma voiture le matin, je prends mon vélo, il y a des aspects positifs sur notre santé, sur les choses comme ça. Donc peut-être que c'est cela qu'il faut mettre en avant. Mais malheureusement, les aspects positifs sur le climat seront... On les verra jamais de notre vivant, soyons clairs. À titre personnel, moi qui ai une trentaine d'années de vie devant moi, je n'ai absolument aucun intérêt à ce qu'on prenne des mesures coercitives pour limiter le climat, parce que ces mesures coercitives, elles vont diminuer ma qualité de vie au premier ordre. Et elles auront un impact positif sur le climat seulement dans une trentaine d'années. Donc je les verrai pas. Et ça, c'est une énorme différence avec les mesures, par exemple, où quand on va prendre des mesures contre la pollution. La pollution, si une municipalité dit tiens, maintenant je limite très fortement la circulation dans le centre-ville, ou j'impose aux constructeurs de mettre des normes particulières sur les émissions des voitures, ou j'impose aux industriels de mettre des filtres sur leurs cheminées, et 3 ans plus tard, ça y est, déjà on peut voir les impacts sur la qualité de l'air. Et donc le politique qui a pris ces mesures
éventuellement qui sont d'abord mal reçus, au moins au cours de son mandat, il pourra dire voilà un peu les résultats positifs. Malheureusement, pour le climat, il n'y a pas ça. C'est vraiment une action de long terme. Et donc, les décisions, personne ne peut se glorifier des résultats positifs d'une décision. Je pense que c'est ça qui est difficile. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on va prendre d'autres questions. Emmanuel, tu en avais. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que vous ne pensez pas que certains acteurs, dans le but d'essayer de mobiliser le plus possible les citoyens, surdramatisent ou dramatisent le sujet ou donnent des informations qui sont très grossies, et est-ce qu'ils ne font pas le jeu des climato-sceptiques justement à travers ça? Alors, pour en parler du point de vue d'un émetteur d'informations, d'un média, c'est plutôt l'inverse qu'on nous renvoie. C'est-à-dire que les lecteurs, aujourd'hui, sont confrontés à une actualité qui est excessivement anxiogène, et ils sont plutôt demandeurs, ils nous l'écrivent, d'angle qui soit positif. Donc, surjouer la dramatisation de la crise climatique n'apporte pas des lecteurs. Au contraire, nous, les lecteurs, nous demandent d'arriver à les aiguiller sur un panel de solutions, sur une analyse des politiques publiques, une analyse des politiques économiques. Mais si nous faisions tous les jours une sur la crise climatique et vivre à Paris sous 50 degrés ou ce genre de choses, on perdrait beaucoup de lecteurs. Donc de manière très cynique, ça marche plutôt à l'inverse de ce que vous pressentez, c'est-à-dire que nos lecteurs nous demandent d'arriver à les aiguiller, d'apporter de l'analyse, mais aussi une forme de solution ou de perspective positive. Donc je pense que ce risque, il peut arriver en audiovisuel par moment, mais ça n'a qu'un temps. Très vite, en termes d'audience, on s'aperçoit que c'est du journalisme qui soit plus prospectif et plus positif qu'on nous demande. Moi, je serais un petit peu d'accord avec ce que tu dis. Il faut être extrêmement rigoureux. Et quelquefois, il y a des inondations, par exemple, à un endroit, des inondations exceptionnelles. Et puis, il y a un réflexe de dire « Ah, regardez, c'est une nouvelle preuve, un nouvel élément du changement climatique. » Alors que les climatologues, mes collègues, disent « Ouh là 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 !» Non, c'est pas si clair que ça. Et donc, en tant que scientifique, j'essaye d'être très rigoureux, de jamais aller dire oui, cet événement-là, l'événement de précipitation, c'est dû au changement climatique. Il y a des choses qui sont vraiment claires. L'augmentation de la fréquence des canicules, il n'y a pas de doute, c'est lié au réchauffement climatique. Un événement donné sur une inondation, c'est pas forcément le cas, et donc il faut être prudent. Donc je pense effectivement, moi j'ai tendance à être d'accord avec vous que parfois il y a des gens qui vont trop vite, trop loin sur l'interprétation. Tiens, c'est une nouvelle preuve du changement climatique, alors que cette interprétation n'est pas là. Et que ça peut être une arme pour les climato-sceptiques, pour dire, regardez, ils disent encore n'importe quoi, alors que le GIEC n'a jamais dit ça. Donc, ouais, moi, je pense que c'est important d'être prudent là-dessus. Honnêtement, je vais rejoindre Louis Dreyfus sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment comme il y a une diversité de canaux, avec des auteurs différents, des formes différentes, on n'est plus sur le sensationnalisme, on est vraiment sur une idée didactique, d'expliquer un maximum, de faire de la pédagogie. Et effectivement, vous parlez des reportages, mais au même titre, quand il y a un accident, on va en parler beaucoup, mais c'est le JT, ça, c'est la logique du journal télévisé qui est... Mais autour de ces programmes-là, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose qui ne suscite pas obligatoirement l'idée de se dire on en fait trop et tout à coup ça me fait basculer dans l'autre camp. Je trouve qu'on a énormément évolué entre le moment où Al Gore sort son film, où Spike Lee fait ce film sur Katrina, où on était vraiment sur des images très 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 fortes. Aujourd'hui, on laisse plus... Il y a les images, mais il y a aussi surtout le propos du scientifique qu'on met en avant, des experts, où des théories se répondent. Et je pense sincèrement que on a dépassé uniquement ce reportage où on voit effectivement la dame les pieds dans l'eau en zone inondable et on va expliquer que c'est de la faute du réchauffement climatique sans aller plus loin. Autre question ?
Oui, ça a été dit par François-Marie Bréon et je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment distinguer ce qui relève du constat, de l'analyse factuelle de la crise climatique et les solutions qu'on peut proposer. On est sur deux registres qui n'ont rien à voir, mais ils sont quand même assez souvent confondus, y compris parfois même par les scientifiques qui donnent des orientations grandes en matière de solutions et qui ont l'apparence de la scientificité, mais qui en fait sont très colorées politiquement. Et c'est inévitable, parce que les solutions sont de nature politique. Et moi, je crois qu'on a au contraire intérêt à mettre carte sur table, et dès qu'on est dans le domaine de la solution, que l'on soit scientifique ou non, de vraiment afficher son orientation politique, parce que ça donne de l'information au lecteur, et ça évite de le prendre au piège. Et parfois, quand le lecteur se sent être pris au piège parce qu'un scientifique abuse, entre guillemets, de sa compétence pour avancer une orientation politique, là, ça peut être mal perçu, mal vécu. Juste, et pour rebondir, le simple fait de dire il faut lutter contre le changement climatique, il faut limiter le changement climatique, est un choix politique. Ce n'est pas la science qui nous dit qu'il faut lutter contre le changement climatique. Oui, juste pour réagir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de culture scientifique générale sur la différence entre prédiction déterministe et prédiction en probabilité? On parlait tout à l'heure d'un événement, est-ce qu'on peut l'attribuer ou pas? Et évidemment, ça n'a pas de sens sur un événement en particulier. Mais par exemple, j'avais un collègue dans les années 90 qui avait participé en observateur à des échanges entre décideurs et scientifiques. Et à l'époque, les décideurs leur avaient dit « Vous nous prédisez entre 2 degrés et 5 degrés de réchauffement, revenez quand vous aurez une fourchette plus précise. » Et donc, il y a certainement aussi un enjeu, autant sur les citoyens que les décideurs, qu'est-ce que ça veut dire de comprendre ces changements, de les prédire, et notamment de les prédire en probabilité. Oui, enfin, je suis d'accord que quand on commence à rentrer dans le détail, ça devient extrêmement difficile de communiquer la science, en particulier auprès de gens qui n'ont pas forcément une culture scientifique, qui du coup ont du mal à appréhender ce que c'est qu'une probabilité, ce que c'est que quelque chose de déterminé, ce que c'est que le chaos. Donc, d'ailleurs, pour revenir à la première question que Laurent avait posée tout à l'heure, moi je réponds qu'au premier ordre, c'est assez facile de communiquer sur la question du climat. Ensuite, quand on veut rentrer dans les détails, là, pour le coup, ça devient très compliqué. Mais pour le coup, comme toute question scientifique, hein, c'est pas spécifique au climat, que ça devient compliqué de communiquer lorsqu'on commence à rentrer un peu dans le détail, quoi. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage entre le débat public sur le changement climatique existe-t-il réellement et est-il suscité par des facteurs humains, qui est le débat qui nous occupe depuis ce matin, et le débat sur les solutions. J'ai l'impression que sur le premier sujet, et c'est un peu ce que montre l'étude de la Fondation, il y a quand même un immense consensus, il y a une marge qui restera, mais qui ne pèse plus grand-chose. En revanche, j'ai l'impression que sur la question des solutions, il y a encore énormément d'absence de clarté, qu'il y a beaucoup d'intérêts particuliers qui se logent derrière telle et telle solution, l'éléphant dans la pièce étant le nucléaire, mais il y en a d'autres, que les anticapitalistes utilisent le réchauffement climatique pour promouvoir telle solution de décroissance et autres. Et je trouve que cette absence de clarté, elle est plutôt celle qui doit nous occuper, et il me semblerait que c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait hiérarchiser les solutions, les quantifier. C'est un peu ce qu'a essayé de faire le Shift. Et je voulais savoir comment vous percevez ce potentiel décalage entre les deux domaines de dialogue. Non, mais aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec vous. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, mes interventions publiques étaient essentiellement pour lutter contre le climato-dénialisme. Hein, pour rebondir à une remarque que Valérie Masson-Delmotte a dit ce matin, qu'elle n'aimait pas trop le terme climato-sceptique, parce que le scepticisme, c'est quelque chose qui est positif en science. Donc,
j'essaye d'utiliser le mot climato-dénialiste quand j'y pense. Donc il y a 10 ans, les climato-dénialistes avaient accès aux grands médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ma position, c'est qu'effectivement, ils ont perdu la bataille climatique et c'est plus la peine de passer un temps significatif sur cette question. Donc la question maintenant, elle est plus sur les solutions. Vous avez dit que l'éléphant dans la pièce, c'est le nucléaire. Le deuxième éléphant dans la pièce, c'est la sobriété. Est-ce que vraiment on veut aller vers la sobriété ? Quelle part de sobriété ? Est-ce qu'on doit aller vers un scénario négawatt, par exemple, qui, à mon avis, est une sobriété extrême, mais il y a des gens qui sont en désaccord avec moi, qui pensent que c'est effectivement vers cette solution-là qu'il faut aller. Mais là, le problème, c'est que sur ces choix-là, la science n'a pas de prise. À nouveau, la science peut éclairer, mais elle ne va pas décider. Donc c'est vraiment plus le même registre, quoi. C'est des opinions qui sont éclairées par la science, en fait, mais ça reste des opinions. Alors effectivement, les climato-sceptiques, je ne me suis pas encore mis à la nouvelle terminologie, n'ont plus accès aux grands médias. En revanche, ils peuvent créer leurs médias très facilement et toucher sur les grandes plateformes qui, elles, ont des millions de visiteurs, beaucoup de monde. Et effectivement, on le sait, on revient sur le sujet de la désinformation, c'est-à-dire que les algorithmes vont pousser, vont vous recommander telle ou telle vidéo parce qu'ils ont vu que vous étiez soit anti-vax ou X ou Y, et donc on va vous renvoyer vers ces vidéos. Donc effectivement, ils n'ont plus accès à ces médias, à ces grands médias. En revanche, on les retrouve ailleurs, et poussés par des algorithmes qu'il faudrait mieux régler parce qu'ils arrivent quand même à toucher beaucoup de monde. Je terminerai juste en disant que la désinformation existe aussi sur la question des solutions, pas uniquement sur celle de la science. Et je pense que c'est tout un champ d'investigation sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux quand on nous présente telle ou telle solution par rapport au climat. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore assez investigué. Et là où les scientifiques, je pense, ont un rôle, pas forcément les climatologues, mais d'autres scientifiques, c'est d'éclairer le public sur l'impact positif et négatif de différentes solutions pour permettre de faire face à la crise du climat, dépassionner des intérêts particuliers des uns et des autres. Espèce de ranking d'efficacité. C'est d'ailleurs ce que demande le public, et les conclusions de l'étude sont très claires là-dessus. C'est-à-dire que le premier critère d'acceptabilité de contraintes climatiques, de contraintes de mesures contraignantes, c'est fondamentalement la perception de l'efficacité. Mais qui va dire quelque part une forme de vérité sur l'efficacité? Je pense que ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important, mais on le traitera une prochaine fois si vous m'y autorisez, car je crois qu'il est temps de nous séparer pour rejoindre tout à l'heure à 14h la prochaine table ronde. Merci à tous de votre attention.